Est-ce qu'on s'est déjà arrêté pour penser que certaines langues sont, en ce moment même, sur le point de disparaître pour toujours? Aujourd'hui, on va plonger au cœur d'un enjeu qui est absolument crucial, le combat pour la survie des langues autochtones au Canada. C'est une lutte qui se joue sur deux fronts, dans les communautés bien sûr, mais aussi devant les tribunaux. Et ça nous amène à la question centrale. Est-ce qu'une loi, un simple texte, peut vraiment sauver une langue? C'est la question qui va nous guider tout au long de cette analyse. Et comme on va le voir, la réponse est beaucoup plus complexe qu'on pourrait le croire. 100. À peine 100 personnes. C'est le nombre de locuteurs qu'il reste pour certaines langues autochtones au Canada. Il faut prendre un instant pour y penser. Tout un univers de connaissances, de traditions, d'histoires qui repose sur les épaules d'une si petite communauté. L'urgence, elle est là, elle est palpable. Bon, pour bien comprendre comment on en est arrivé là, il faut d'abord regarder un peu plus loin, au-delà de nos frontières. Parce que tout commence avec une promesse faite à l'échelle mondiale, la fameuse Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones. Ok, cet acronyme, la DNUTPA, ça peut paraître un peu technique, mais en fait l'idée derrière est assez simple. C'est un engagement international pour garantir que les droits, la dignité et la culture des peuples autochtones soient respectés partout dans le monde. C'est en quelque sorte une feuille de route pour la justice et la réconciliation. Alors, est-ce que cette déclaration est une loi au sens strict du terme? Eh bien, pas exactement. Il faut plutôt la voir comme une boussole morale, et non pas comme un code pénal. Elle n'envoie personne en prison, c'est certain, mais elle indique très clairement la direction à suivre pour les gouvernements et pour les juges. Et c'est là que son influence est immense, parce qu'elle définit une norme de ce qui est juste. Et c'est là que ça devient vraiment fascinant. Avec le temps, ce qui commence comme une simple recommandation peut en fait devenir une règle non écrite, mais que tout le monde se met à suivre. C'est ce qu'on appelle le droit coutumier. Et de plus en plus d'experts pensent que certaines parties de la déclaration sont maintenant si largement acceptées qu'elles sont devenues de facto obligatoires pour tous les pays, qu'ils les signaient ou non. D'accord. Alors, comment est-ce que cette grande déclaration internationale, elle se traduit concrètement ici, au Canada? Eh bien, c'est une toute autre histoire. Le chemin a été long, c'est le moins qu'on puisse dire. Après avoir hésité pendant des années, le Canada a finalement fait le grand saut en 2021. Il a adopté une loi pour intégrer la déclaration dans son propre système juridique. La mission maintenant, c'est de passer au peigne fin toutes les lois du pays pour s'assurer qu'elles sont compatibles. C'est un travail de titan. Mais attention, aligner les textes de loi, ce n'est que la moitié du travail. Le plus important, c'est d'écouter. Et il faut bien comprendre que les peuples autochtones, ce n'est pas un bloc monolithique, loin de là. Il y a les Premières Nations, les Métis, les Inuits, chacun avec sa propre histoire, ses propres priorités. C'est donc un dialogue qui est incroyablement complexe, mais absolument essentiel. Et au cœur de tout ça, il y a 4 mots qui changent complètement la donne. Consentement libre, préalable et éclairé. En clair, ça veut dire qu'on ne demande plus seulement leur avis aux peuples autochtones. On leur demande leur permission. Et ça fait toute la différence. On passe d'un statut de simple spectateur à celui de véritable partenaire dans les décisions. Revenons à l'essentiel, parce qu'au-delà des lois, des acronymes, il y a des voix humaines. Et ces voix, elles risquent de s'éteindre. C'est là que se trouve le véritable enjeu, la survie des langues, qui sont ni plus ni moins que le cœur battant d'une culture. Ces chiffres, ils racontent une histoire en 2 temps. D'un côté, il y a une grande fragilité quand on voit le nombre de locuteurs de langue maternelle. Mais, de l'autre, il y a une immense lueur d'espoir. Regardez le nombre de personnes qui apprennent ces langues comme langue seconde. C'est le signe d'une volonté farouche, une détermination à ne pas laisser mourir ce patrimoine. Il faut être clair, cette perte linguistique, ce n'est pas un accident de l'histoire. Elle a été planifiée. Des politiques comme celle des pensionnats, par exemple, ont été conçues spécifiquement pour couper les enfants de leur langue, de leur culture, de leurs parents. On a volontairement brisé la chaîne de transmission. C'est une blessure extrêmement profonde et les cicatrices sont encore bien visibles aujourd'hui. Mais voilà, face à ce passé si douloureux, le droit essaye aujourd'hui de devenir un outil de guérison. De nouvelles lois sont maintenant créées spécifiquement pour soutenir cette renaissance linguistique qui est si attendue. On voit ici un véritable effet domino. D'abord, l'ONU qui affirme le droit de faire revivre les langues. Ensuite, le Canada qui transforme cette promesse en une loi concrète, bien réelle. Et enfin, l'étape cruciale, c'est de graver dans le marbre l'idée que parler sa langue, c'est un droit ancestral, protégé par la plus haute loi du pays, la Constitution elle-même. Et ça change même la façon dont les batailles se mènent devant les tribunaux. Avant, pour faire reconnaître un droit ancestral, les avocats devaient suivre une sorte de recette juridique très stricte et assez ancienne. Aujourd'hui, grâce à de nouvelles décisions et à l'influence de la déclaration, ils peuvent proposer une nouvelle approche, plus souple, plus juste.
C'est un peu comme si on ajoutait de nouveaux outils, plus modernes, dans leur coffre. Les mots, c'est bien, mais l'argent, ça aide aussi. Plus de 600 millions de dollars ont été investis depuis 2019. Ça peut sembler énorme, et en même temps, c'est une goutte d'eau dans l'océan. Les experts sont unanimes là-dessus. Pour réparer des décennies de négligence et aider à sauver des dizaines de langues, il en faudra bien plus. Donc, malgré les progrès réels, il faut rester lucide. Le chemin est encore long et il est parsemé d'obstacles assez importants. Heureusement, on ne navigue pas complètement à vue. Il y a une feuille de route, un plan d'action. L'idée générale est simple. Il faut rendre la loi encore plus forte, s'assurer que le financement arrive de façon stable et prévisible, et surtout qu'on puisse un jour se faire servir dans sa langue autochtone dans un bureau de poste ou à l'hôpital. C'est un objectif concret. Mais il reste un obstacle, et il est de taille. Le dernier mot, au Canada, c'est toujours la Cour suprême qui l'a. Et jusqu'à maintenant, elle n'a jamais dit, noir sur blanc, de façon définitive, oui, la langue est un droit ancestral protégé par la Constitution. Et tant que ce sceau final n'est pas apposé, il y a une sorte d'épée de Damoclès juridique qui plane sur tous ces efforts. Et nous voilà revenus à notre question de départ, mais avec un regard complètement nouveau. Les lois, l'argent, ce sont des outils indispensables, c'est vrai. Mais est-ce qu'ils peuvent, à eux seuls, ranimer la flamme, l'esprit d'une langue ? Au final, la survie d'une langue, ça se joue dans les foyers, dans les écoles, dans le cœur des gens. C'est là que réside la vraie réponse. Une réponse que seul l'avenir nous donnera.